Le 5 janvier 1066, le roi d'Angleterre Édouard le Confesseur rend son dernier souffle. Son décès n'est pas une surprise. Il est âgé et sa santé décline depuis longtemps. La véritable surprise, c'est qu'il meurt sans laisser d'héritier direct. Après un règne de 24 ans, marqué par une piété intense et une relative stabilité, il laisse derrière lui un vide politique que les puissants du royaume s'apprêtent à combler, non par la négociation, mais par le fer et le feu. L'Angleterre, un royaume jadis unifié, devient soudainement un festin pour les prédateurs. La nouvelle de la mort du roi se propage comme une traînée de poudre à travers les comtés, les ports et les grandes salles. Dans chaque esprit ambitieux, une même question prend forme. Qui prendra la couronne? La réponse à cette question ne viendra pas des discours dans les salles du Conseil, mais du choc des armes sur les champs de bataille. L'année 1066 s'annonce non pas comme une simple succession, mais comme un cataclysme qui redéfinira la nation anglaise pour les 1000 prochaines années. Au cœur de cette crise se tiennent 3 hommes, chacun convaincu de sa légitimité, chacun prêt à tout pour s'asseoir sur le trône de Westminster. Le premier est Harold Godwinson. Il est l'homme le plus puissant d'Angleterre après le roi. Comte de Wessex, il contrôle la moitié sud du royaume et est à la tête d'une immense fortune et d'une armée personnelle fidèle. Sa famille, les Godwinson, a dominé la politique anglaise pendant des décennies. Harold est un pragmatique, un guerrier expérimenté qui a prouvé sa valeur en menant des campagnes victorieuses au pays de Galles. Il est anglais, de sang et de terre, ce qui lui vaut le soutien de la majorité des nobles anglo-saxons. Le jour même de la mort d'Édouard, alors que le corps du roi est encore chaud, le Witenagemot, le conseil des sages et des grands du royaume, se réunit en urgence. L'argument est simple, le royaume a besoin d'un homme fort et présent pour le défendre contre les menaces extérieures qui ne manqueront pas d'apparaître. Harold est couronné le lendemain dans l'abbaye de Westminster. Pour les Anglais, la question est réglée. Mais pour 2 autres hommes, ce couronnement n'est qu'une déclaration de guerre. Le deuxième prétendant est Guillaume, duc de Normandie. C'est un cousin éloigné d'Édouard le Confesseur et un homme d'une ambition et d'une ruse exceptionnelles. Guillaume prétend qu'Édouard lui avait promis le trône des années plus tôt, alors que le futur roi anglais vivait en exil à la cour normande. Il avance une preuve plus concrète. Selon lui, Harold Godwinson lui-même, lors d'un séjour en Normandie quelques années plus tôt, aurait juré sur des reliques sacrées de soutenir sa candidature. Guillaume soutient qu'en se faisant couronner, Harold est non seulement un usurpateur, mais aussi un parjure. Pour donner du poids à sa cause, il obtient le soutien du pape Alexandre II, qui excommunie Harold et bénit l'invasion normande comme une croisade, juste pour restaurer la légitimité. Guillaume n'est pas seulement un guerrier, c'est un stratège politique qui comprend le pouvoir des symboles et de la légitimité religieuse. Dans son duché, il commence immédiatement à rassembler une flotte et une armée de mercenaires venus de toute la France, promettant terres et richesses à ceux qui le suivront dans sa conquête de l'Angleterre. Le troisième prétendant est de loin le plus redoutable sur le champ de bataille. Il s'agit de Harald Sigurdsson, mieux connu sous le nom de Harald Hardrada, ce qui signifie « le conquérant impitoyable ». Roi de Norvège, il est la dernière incarnation de l'esprit viking, un guerrier d'une stature légendaire dont la vie est déjà un roman d'aventure. Dans sa jeunesse, exilé de Norvège, il a servi dans la garde varangienne, l'élite de l'armée byzantine. Il a combattu en Sicile, en Terre Sainte et dans le Caucase, accumulant une expérience militaire et une fortune colossale. De retour en Norvège, il s'est emparé du trône et règne d'une main de fer. Pour Harald, l'Angleterre est une vieille dette. Il croit qu'un ancien roi danois, Magnus le Bon, lui avait promis le trône anglais. Il est aussi le principal allié de Tostig Godwinson, le frère banni d'Harold. Tostig, ancien comte de Northumbrie, a été chassé par ses propres sujets et a juré vengeance. Il a trouvé en Harald Hardrada le partenaire idéal pour réaliser ses ambitions. Ensemble, ils représentent une menace existentielle, non seulement pour le règne d'Harold, mais pour la souveraineté même de l'Angleterre. L'été 1066 voit les 3 hommes faire leurs derniers préparatifs. L'Angleterre retient son souffle, attendant de savoir par où viendra le premier coup. C'est par le nord que la frappe arrive. Début septembre, alors que les vents d'automne commencent à souffler sur la mer du Nord,
une flotte d'une taille inimaginable est aperçue au large des côtes du Yorkshire. Les chroniques de l'époque parlent de plus de 300 navires longs, des dracars et des knarrs, leurs voiles carrées et leurs rangées de rameurs déchirant les vagues. C'est la plus grande flotte d'invasion à avoir touché les côtes anglaises depuis un siècle. À bord, près de 9000 guerriers vikings, des Norvégiens, des Danois et d'autres aventuriers venus de tout le monde nordique, avides de butin et de gloire. À leur tête, Harald Hardrada et Tostig Godwinson. Les Vikings ne perdent pas de temps. Ils entrent dans l'estuaire de la Humber, puis remontent la rivière Ouse. Leur première cible est la ville de York, la capitale du nord de l'Angleterre. Les forces locales, prises complètement par surprise et largement inférieures en nombre, tentent une résistance symbolique à Gate Fulford, juste au sud de la ville. Mais les Vikings sont une machine de guerre bien huilée. Leur expérience en combat collectif, leurs longues haches danois et leurs boucliers liés en formation de murs de fer écrasent la milice anglo-saxonne. La défaite anglaise est sanglante et rapide. York tombe sans autre combat. Harald Hardrada a atteint son premier objectif majeur. Il établit son camp principal à Riccal, sur les rives de l'Ouse, et attend. Il a convenu d'un échange d'otages avec les notables de York, qui doivent lui livrer des provisions et des otages de haute naissance le 25 septembre à Stamford Bridge, à quelques kilomètres à l'est de York. La confiance des Vikings est à son comble. Pour eux, la conquête de l'Angleterre n'est plus qu'une formalité. Le nord est à eux, et ils savent qu'Harold Godwinson est occupé dans le sud, attendant l'invasion normande qui, selon les informations de Tostig, ne devrait pas avoir lieu avant la fin de l'automne. Ils se sentent en sécurité, maîtres du terrain. Leurs navires sont amarrés sur la rivière Derwent et leurs guerriers se prélassent, profitant d'un temps exceptionnellement doux pour la saison. Beaucoup ont laissé leur armure de cotte de mailles dans leurs navires, jugeant la menace inexistante. C'est cette confiance, ce sentiment de sécurité absolue qui va sceller leur sort. À Londres, Harold Godwinson reçoit les nouvelles du Nord avec une gravité grandissante. La chute de York et la défaite de ses armées du Nord sont un désastre stratégique. S'il laisse Harald Hardrada consolider sa position, le nord de l'Angleterre pourrait être perdu à jamais et il se retrouverait pris en étau entre deux armées d'invasion. C'est dans ce moment de crise extrême qu'Harold prend une décision qui stupéfie ses propres conseillers. Au lieu de rester dans le sud pour faire face à Guillaume, il décide de marcher immédiatement vers le nord pour anéantir la menace viking. Ce qui suit est l'une des marches militaires les plus extraordinaires de l'histoire médiévale. En 4 jours, Harold et sa maison militaire, ses huscarls, l'élite de son armée, parcourent environ 300 km. Ils avancent à un rythme effréné, de Londres à York, traversant des marécages, des forêts denses et des collines arides. Les chevaux sont épuisés, les soldats marchent jour et nuit, poussés par une volonté de fer et la conscience de l'urgence absolue. Cette prouesse logistique est un témoignage de la discipline de l'armée anglo-saxonne et de la capacité de leadership d'Harold. Il sait que sa seule chance est la surprise. Les Vikings ne doivent pas apprendre son approche avant qu'il ne soit trop tard. Pendant cette marche épuisante, Harold maintient le moral de ses troupes. Il chevauche à l'avant, partageant leurs difficultés et insuffle à ses hommes une haine féroce de l'envahisseur. Chaque pas les rapproche de l'ennemi qui a osé profaner leurs terres. Le 24 septembre, après une marche infernale, l'armée d'Harold arrive à Tadcaster, à seulement une dizaine de kilomètres du camp viking de Riccal. Les Vikings n'ont aucune idée de leur présence. Le lendemain matin, très tôt, Harold met son armée en mouvement vers Stamford Bridge, où les otages doivent être échangés. Le matin du 25 septembre 1066 est chaud et ensoleillé, une journée d'été indue en cette fin d'automne. À Stamford Bridge, une partie de l'armée viking est déjà sur place, attendant les otages et les provisions promises par les Yorkshireens. Le pont en bois qui enjambe la rivière Derwent est étroit, à peine assez large pour que 3 ou 4 hommes puissent le traverser de front. De l'autre côté de la rivière, le reste de l'armée viking est installé dans un grand camp, à l'abri des regards, se reposant après les festivités de la veille. Beaucoup de guerriers sont sans armure, certains se baignent dans la rivière pour se rafraîchir, totalement inconscients du danger qui approche. Soudain, le son des corps de guerre résonne dans la vallée. Au loin, sur la crête de la colline, l'armée d'Harold Godwinson apparaît, ses boucliers brillants sous le soleil,
ses bannières flottant au vent. La stupeur s'empare des Vikings. C'est impossible. Harold est censé être à des centaines de kilomètres de là. La panique gagne les guerriers dispersés. Certains courent vers le pont pour tenter de rejoindre le gros de leurs forces. D'autres cherchent désespérément leurs armes et leurs armures abandonnées sur la rive. Mais il est trop tard. Harold a donné l'ordre d'attaquer immédiatement, sans laisser le temps à l'ennemi de se regrouper. La cavalerie légère anglaise et les fantassins fondent sur les Vikings surpris. Le massacre est initial. Les Vikings désorganisés sont taillés en pièces sur la rive ouest de la Derwent. Ceux qui parviennent à atteindre le pont se retrouvent pris dans un goulot d'étranglement. Le pont de Stamford Bridge devient soudainement le point névralgique de la bataille, le seul passage pour échapper à la destruction ou pour les Anglais pour atteindre le camp principal viking. C'est là, sur ce passage étroit, que l'histoire va basculer et entrer dans la légende. Alors que la déroute s'installe sur la rive ouest, une silhouette se dresse seule sur le pont, bloquant le passage. C'est un guerrier viking de grande taille, armé d'une immense hache de guerre danoise. Les chroniques, comme l'Anglo-Saxon Chronicle, le décrivent comme un berserker, l'un de ces combattants d'élite qui entrent dans une transe de fureur sacrée au combat, devenant insensibles à la douleur et à la peur. Alors que ses compatriotes fuient ou sont tués autour de lui, il a pris la décision de tenir le pont seul, donnant à ses frères d'armes de l'autre côté de la rivière le temps précieux dont ils ont besoin pour s'armer et se former. Le premier soldat anglais qui s'aventure sur le pont est fauché en un seul coup de hache, si puissant qu'il le coupe en deux. Le deuxième subit le même sort, puis le troisième. Le berserker se déplace avec une agilité déconcertante pour un homme de sa carrure. Il utilise la largeur du pont à son avantage, chaque pas calculé, chaque coup de sa hache mortelle. Il ne se contente pas de frapper, il part, il esquive, utilisant le long manche de son arme pour repousser les lances et les épées qui s'approchent. Les Anglais sont stupéfaits. Jamais ils n'ont été témoins d'un tel spectacle de force et de détermination. Les chefs anglais, voyant leurs meilleures troupes être littéralement hachées, menues sur le pont, ordonnent un repli momentané. L'homme seul sur le pont est devenu une forteresse vivante. Pendant près d'une heure, il retient toute l'avancée de l'armée d'Harold Godwinson. Les corps s'accumulent sur le pont, créant un obstacle macabre que le berserker utilise à son avantage. Les chroniques rapportent qu'il aurait tué plus de 40 guerriers d'élite, des Huscarls anglais, les meilleurs soldats du royaume. Son exploit n'est pas seulement un fait d'armes, c'est un acte psychologique qui glace le sang des assaillants. Il incarne l'esprit indomptable des Vikings, leur refus de mourir sans se battre, leur volonté de défier l'impossible même face à une défaite certaine. Son nom a été perdu par l'histoire, mais son action ce jour-là a gravé son existence dans la légende. Face à cet obstacle surhumain, Harold Godwinson comprend que la force brute ne suffira pas. Chaque minute perdue permet aux Vikings de l'autre côté de la rivière de se préparer. Le roi anglais doit trouver une solution, et vite. Il ordonne à ses hommes de cesser l'assaut frontal et observe la situation. Le pont est en bois, et le berserker se concentre sur la menace qui vient de devant lui. Harold a une idée. Il appelle l'un de ses meilleurs soldats, un archer du nom de Toki, selon certaines sources. Mais la version la plus communément acceptée et la plus tactiquement plausible implique un soldat armé d'une longue lance ou d'un javelot. Le plan est simple mais audacieux. Pendant qu'un petit groupe de soldats continue de harceler le berserker depuis l'entrée du pont pour maintenir son attention tournée vers l'avant, un autre soldat va se glisser dans la rivière, sur le côté du pont, et le frapper par en dessous à travers les planches. Un soldat courageux, dont le nom est également resté inconnu, se porte volontaire. Armé d'une longue lance, il entre silencieusement dans l'eau froide de la Derwent et se positionne sous le pont, guidé par les indications de ses camarades qui signalent la position du Viking. Le berserker, concentré sur les ennemis devant lui, ne remarque rien. Le soldat sous le pont trouve une faille entre les planches, ajuste sa lance et frappe de toutes ses forces. La pointe transperce le bois et vient se loger dans une partie vulnérable du corps du guerrier, probablement l'aine ou l'abdomen. Le berserker pousse un cri de surprise et de douleur. Il vacille, sa fureur guerrière s'estompant soudainement pour laisser place à la réalité mortelle de sa blessure. Il tombe à genoux, puis s'effondre sur le pont, sa massive hache de guerre roulant à côté de lui. Le géant est tombé.
le passage est enfin libre. Un silence s'installe brièvement, rompu par les cris de triomphe des Anglais. Le dernier rempart viking a été brisé, non par la force, mais par la ruse. Avec la mort de leur héros sur le pont, l'armée anglaise déferle sur l'autre rive. La bataille principale peut commencer. Les Vikings, maintenant regroupés et menés par Harald Hardrada en personne, ont eu le temps de former une ligne de défense, un mur de boucliers classique. Mais ils sont en infériorité numérique, et surtout, leur morale a été ébranlée par la surprise de l'attaque et la perte spectaculaire de leurs défenseurs sur le pont. Harald Hardrada, bien que surpris, est un général de génie. Il rallie ses troupes et mène la charge personnellement. Un combat acharné s'engage. Les deux armées se heurtent dans un chaos de métal, de cris et de sang. Les Anglais, furieux et désireux de venger leurs compagnons tombés sur le pont, se battent avec une férocité renouvelée. Les Vikings, acculés, se battent comme des désespérés, sachant qu'il n'y a pas de retraite possible si ce n'est vers leurs navires, qui sont maintenant à plusieurs kilomètres de là. Le tournant de la bataille survient lorsque Harald Hardrada est tué. Une flèche, selon la plupart des chroniques, le frappe à la gorge, le terrassant instantanément. La mort de leur roi et commandant en chef est un coup dévastateur pour le moral des Vikings. Tostig Godwinson tente de prendre le relais, mais il est rapidement tué à son tour. Privés de leur chef, les envahisseurs commencent à lâcher prise. La formation se désintègre et la panique s'installe. C'est le début de la déroute. Les Vikings se tournent et fuient en désordre vers leurs navires amarrés plus loin sur la Derwent. La poursuite est impitoyable. Les Anglais, excités par la victoire et désireux d'éradiquer la menace, les pourchassent sans relâche. Beaucoup de Vikings, lourdement armés, se noient en tentant de traverser la rivière. D'autres sont abattus dans le dos alors qu'ils courent. La fuite vers les navires est un chemin de mort. Seuls les Vikings les plus rapides ou les plus chanceux parviennent à atteindre les navires. La défaite est totale et catastrophique. Sur les plus de 300 navires qui avaient quitté la Norvège quelques semaines plus tôt, seulement 24, selon l'Anglo-Saxon Chronicle, sont nécessaires pour ramener en Scandinavie les survivants de ce désastre. Les autres ont été détruits, capturés ou abandonnés. Près de 90% de la flotte d'invasion est perdue, et avec elle, une grande partie de l'élite guerrière de la Norvège. La bataille de Stamford Bridge ne met pas seulement fin à l'invasion de Harald Hardrada, elle met fin à l'ère des invasions vikings en Angleterre. Sur le champ de bataille, Harold Godwinson est triomphant. Il a écrasé la plus grande armée d'invasion à avoir jamais menacé l'Angleterre et a tué le plus grand guerrier de son temps. Il a vengé son frère Tostig et a sécurisé le nord de son royaume. Mais cette victoire a un prix exorbitant. Son armée est considérablement affaiblie. Beaucoup de ses meilleurs huscarls, l'élite de sa maison militaire, gisent morts sur le champ de bataille de Stamford Bridge. Les survivants sont épuisés, non seulement par la bataille intense qu'ils viennent de livrer, mais aussi par la marche forcée éprouvante qui l'a précédée. Ils ont besoin de temps pour se reposer, se réorganiser et combler leurs rangs. Harold accorde une trêve aux survivants vikings, leur permettant de repartir après qu'ils aient prêté serment de ne jamais menacer l'Angleterre again. Il reste dans le nord quelques jours pour s'assurer que la situation est stabilisée et pour enterrer ses morts. Il croit avoir gagné. Il a repoussé la menace la plus immédiate et la plus puissante. Il pense maintenant avoir le temps de retourner dans le sud, de rassembler de nouvelles troupes et de faire face à Guillaume de Normandie, dont la flotte est toujours bloquée en France par des vents contraires. Mais le destin ce jour-là a une ironie cruelle en réserve pour lui. Le 28 septembre 1066, alors qu'Harold est encore à York célébrant sa victoire, les vents qui retenaient Guillaume de Normandie tournent enfin. La flotte normande, composée d'environ 700 navires transportant des milliers de soldats, traverse la Manche et débarque sans opposition à Pevensey Bay, dans le Sussex, dans le sud de l'Angleterre. L'invasion tant attendue a commencé, et elle a choisi le pire moment possible pour Harold. La nouvelle du débarquement normand parvient à Harold comme un coup de poing dans l'estomac. À peine a-t-il fini de nettoyer le sang des Vikings du Nord qu'il doit faire face à une nouvelle armée d'invasion dans le Sud. La situation est désastreuse, son armée est décimée et épuisée. Les renforts des comtés du Nord mettront des semaines à arriver. S'il attend, Guillaume aura tout le temps de s'enfoncer dans le territoire anglais, de construire des fortifications et de ravager les terres, affaiblissant davantage la position d'Harold.
Fidèle à son caractère impulsif et décidé, Harold prend une fois de plus une décision risquée. Il laisse une partie de ses forces dans le nord sous le commandement de ses marquis pour prévenir toute nouvelle attaque et se précipite vers le sud avec les troupes qu'il lui reste. Une nouvelle marche forcée commence. Cette fois, la distance est encore plus grande, près de 400 km. Les soldats, déjà exténués par la campagne du nord, doivent marcher jour et nuit pour atteindre le sud avant que Guillaume ne soit trop installé. L'ambiance dans cette armée est très différente de celle de la marche vers le nord. Il n'y a plus l'adrénaline de la surprise et la certitude de la victoire. Il y a la fatigue, le deuil des camarades tombés et l'appréhension de devoir affronter une autre bataille majeure dans un état de faiblesse. Harold pousse ses hommes au-delà de leurs limites, sachant que le sort de son royaume et de sa couronne se joue une nouvelle fois. Le 13 octobre 1066, après une marche épuisante de 13 jours, Harold et son armée arrivent dans la région de Hastings. Il installe son camp sur une crête, maintenant connue sous le nom de Senlac Hill, bloquant la route vers Londres. Le lendemain matin, le 14 octobre, la bataille commence. L'armée d'Harold est principalement composée de fantassins, formant un mur de boucliers solides sur le sommet de la colline. En face, Guillaume de Normandie a une armée plus diversifiée, composée d'archers, de fantassins et d'une puissante cavalerie. La bataille de Hastings est longue et sanglante. Pendant la majeure partie de la journée, les Anglais tiennent bon, repoussant assaut après assaut. Les Normands sont sur le point de rompre à plusieurs reprises. Mais l'épuisement des troupes d'Harold se fait sentir. Elles n'ont pas récupéré de la bataille de Stamford Bridge et de la marche forcée. La discipline commence à faiblir. À un moment crucial, une rumeur se répand dans les rangs normands que Guillaume a été tué. Pour contrer cela, le duc normand retire son casque et montre son visage à ses hommes, ralliant ses troupes. Il ordonne alors une tactique de feinte retraite, attirant une partie des Anglais, y compris les frères d'Harold, à poursuivre ses troupes en contrebas. Une fois isolés, ils sont encerclés et anéantis par la cavalerie normande. C'est le début de la fin pour les Anglais. Leurs lignes sont affaiblies, leurs chefs sont morts. Vers la fin de la journée, Harold lui-même est tué. La tapisserie de Bayeux le montre avec une flèche dans l'œil, mais les chroniques sont contradictoires sur les circonstances exactes de sa mort. Ce qui est certain, c'est qu'avec la mort de leur roi, les dernières forces anglaises s'effondrent. La victoire normande est totale. La bataille de Stamford Bridge est souvent éclipsée par Hastings, mais son importance est capitale. Elle représente la fin de 3 siècles d'invasion viking et le dernier grand chant du cygne de la culture guerrière nordique en Angleterre. La victoire d'Harold ce jour-là est l'une des plus grandes prouesses militaires de l'époque médiévale, une démonstration de courage, de stratégie et de détermination. L'histoire du berserker anonyme qui tint tête seul à une armée entière est devenue un mythe, un symbole puissant de l'héroïsme individuel face à une force écrasante. Il n'a pas changé l'issue de la bataille, mais son sacrifice a permis à ses compatriotes de se préparer et de mourir en guerriers et non en fuyards. Il incarne l'esprit des Vikings, même dans leur défaite finale. Une fureur indomptable, un refus absolu de se soumettre. Ironiquement, la victoire écrasante de Stamford Bridge est peut-être ce qui a scellé le sort d'Harold Godwinson et de l'Angleterre anglo-saxonne. En épuisant ses meilleures troupes pour vaincre les Vikings, il s'est présenté à la bataille de Hastings avec une armée diminuée et fatiguée. S'il n'avait pas eu à faire face à Harald Hardrada, il aurait pu affronter Guillaume avec des forces fraîches et bien supérieures en nombre, et l'histoire de l'Angleterre aurait été radicalement différente. La réduction de la flotte viking de plus de 300 navires à seulement 24 est une image saisissante de l'ampleur de la défaite. C'est la fin d'une époque. Le guerrier qui se tenait seul sur le pont de Stamford Bridge était le dernier gardien de cette ère. Sa mort, comme celle de Harold Godwinson quelques semaines plus tard, a ouvert la voie à une nouvelle Angleterre, une Angleterre normande, française, qui ne ressemblerait plus jamais à ce qu'elle était. La bataille de Stamford Bridge reste ainsi un chapitre fascinant et tragique de l'année 1066, un rappel puissant que dans la grande tapisserie de l'histoire, une seule journée et le courage d'un seul homme peuvent avoir des conséquences qui résonnent pendant des siècles.